497 pour 1. C'était le ratio de tués vérifiés atteint par les patrouilles de reconnaissance des SAS australiens opérant dans la province de Fu entre avril 1966 et novembre 1970, lorsque le lieutenant-colonel Arthur Petong de la division d'analyse des opérations spéciales du Pentagone examina les rapports secrets après action en janvier 1971, il écrivit 2 mots en marge qui allaient définir sa carrière. Ce sont des amateurs. Non pas comme une insulte, mais comme une explication, la seule façon pour son esprit d'interpréter des chiffres qui violaient tous les principes de la guerre moderne qu'il avait appris à Fort Benning, à West Point et à l'Institut stratégique du Pentagone. 497 ennemis éliminés pour chaque perte australienne. Les Américains opéraient dans le même théâtre. Ils disposaient d'une puissance de feu bien supérieure, d'une intelligence satellitaire, d'un soutien aérien à la demande. Ils obtenaient des ratios de 11-1. Les forces sud-vietnamiennes formées et équipées par les États-Unis peinaient à atteindre l'équilibre. Mais ces Australiens, ces soldats coloniaux, mal équipés d'un pays que la plupart des Américains ne pouvaient même pas localiser sur une carte, obtenaient des résultats qui amenaient les ordinateurs du Pentagone à signaler les données comme corrompues. Petong a effectué l'analyse 3 fois. Il a ajusté les biais de rapport, l'inflation possible, les anomalies statistiques. Les chiffres sont restés cohérents. Ensuite, il fit ce qu'un analyste rationnel ferait face à des données qui défient l'explication. Il classa le rapport au plus haut niveau possible. Il écrivit une note recommandant que les méthodes tactiques australiennes soient étudiées, répliquées et intégrées immédiatement dans la doctrine des opérations spéciales américaines. Le mémorandum fut classé et oublié car accepter ces chiffres signifiait accepter quelque chose que le Pentagone ne pouvait pas supporter. Tout ce que les États-Unis croyaient savoir sur la guerre de contre-insurrection en Asie du Sud-Est était erroné. Et ceux qui réussissaient n'étaient ni les Green Berets, ni les Navy Seals, ni les équipes de reconnaissance des Marines qui représentaient l'apogée de l'investissement militaire américain. Ce étaient des fermiers de moutons du Queensland et des jackaroos du territoire du Nord, qui étaient dans le pays depuis moins de 6 mois. L'erreur de Petong ne fut pas de les appeler amateurs. Son erreur fut de penser que cela avait de l'importance. Les États-Unis envoyèrent leur premier conseiller militaire au Vietnam en 1961. En 1965, ils s'étaient engagés dans une guerre terrestre qui coûterait la vie à 58 000 Américains, des milliards en matériel et la crédibilité d'une génération entière de dirigeants militaires. La stratégie consistait à imposer une puissance de feu écrasante, à mener des opérations de recherche et de destruction, à mesurer les résultats en comptabilisant les corps. Les Américains trouveraient l'ennemi grâce à une reconnaissance supérieure, le fixeraient avec de l'artillerie et du soutien aérien et le détruiraient avec de l'infanterie mécanisée. C'était une guerre industrielle appliquée à l'insurrection dans la jungle, et elle échouait de manière spectaculaire. Les Viet Cong s'adaptaient plus vite que la doctrine américaine ne pouvait évoluer. Ils se déplaçaient à la nuit, frappaient par embuscade, se fondant dans les populations civiles. Ils contrôlaient la campagne grâce à une combinaison de terreur et d'organisation politique que aucune quantité de puissance de feu américaine ne pouvait supprimer. Fin 1965, les commandants américains réclamaient plus de troupes, plus d'hélicoptères, plus de bombes. Convaincus que la solution était simplement plus de ce qui ne fonctionnait pas, l'Australie envoya ses premières troupes de combat en juin 1965. Pas des conseillers ni des personnels de soutien. Des fantassins du 1er bataillon du Royal Australian Regiment. L'engagement était politique, une manière pour l'Australie de maintenir l'alliance américaine et de manifester sa solidarité contre l'expansion communiste en Asie du Sud-Est. Ce que personne n'attendait, c'était que les Australiens développent des méthodes tactiques qui embarrasseraient leur allié beaucoup plus grand. Les Australiens ont construit exactement ce qui était nécessaire et rien de plus. Parce que le véritable travail ne se ferait pas à l'intérieur de la base. Il se ferait dans la jungle, dans les villages, sur le territoire même de l'ennemi. Et ce travail allait être accompli par de petites patrouilles de reconnaissance opérant avec un niveau de patience tactique qui faisait croire aux observateurs américains qu'ils assistaient à une guerre différente. Le SAS arriva en 1966. Le régiment des services aériens spéciaux australiens, inspiré du SAS britannique, mais adapté à la guerre dans la jungle grâce à des années d'opérations en Malaisie et à Bornéo.
ce n'étaient pas les opérateurs de niveau 1 de l'imaginaire moderne. Ce étaient des soldats australiens choisis pour leur endurance physique, leur stabilité mentale et un type particulier de tempérament qui privilégiait les résultats sur la gloire. Le parcours de sélection avait été délibérément conçu pour être ennuyeux. De longues marches avec des charges lourdes, des exercices de navigation qui semblaient ne jamais finir, des tâches nécessitant de la précision plutôt que de l'héroïsme. Les hommes qui y réussissaient étaient ceux qui pouvaient endurer la monotonie sans perdre leur concentration. Ceux qui pouvaient se rester immobiles sous la pluie pendant 8 heures, attendant une cible, ceux qui comprenaient que les opérations spéciales ne consistaient pas à enfoncer des portes. Elles consistaient à collecter des renseignements qui rendaient l'enfoncement des portes inutile. Les équipes du SAS étaient structurées en patrouilles de 5 hommes, un chef de patrouille, un signaleur de patrouille, un autre signaleur, un éclaireur de patrouille. 5 hommes. Pas les équipes de 12 hommes que préféraient les Américains. Pas les formations plus grandes qui assuraient soit la sécurité par les nombres. 5 hommes pouvaient se déplacer silencieusement. 5 hommes pouvaient se cacher dans un terrain où 12 seraient repérés. 5 hommes pouvaient survivre avec ce qu'ils portaient pendant des semaines sans ravitaillement. Et 5 hommes, correctement formés et dirigés, pouvaient recueillir plus de renseignements en 2 semaines de patrouille que tout un bataillon américain en 1 mois. Leur commandant était le major Brian Gravel Gravell, un Australien de l'Ouest ayant servi en Malaisie et comprenant la guerre dans la jungle comme un chirurgien comprend l'anatomie. Gravell ne donnait pas de discours inspirants. Il faisait des briefings détaillés sur la technique de patrouille, le comportement de l'ennemi, les compétences spécifiques nécessaires pour opérer sur le terrain de Fuoku. Sa philosophie était simple. La patrouille qui voit l'ennemi en premier gagne tout le reste. La puissance de feu, le soutien aérien, l'artillerie étaient secondaires par rapport à l'avantage fondamental de l'observation. Si vous pouviez voir l'ennemi sans être vu, vous contrôliez l'engagement. Vous choisissiez quand combattre, où combattre, et même si vous alliez combattre. Les Américains appelaient cela de la reconnaissance. Gravell appelait cela de la chasse, et il forma ses patrouilles pour qu'elles deviennent les prédateurs suprêmes de la jungle. L'entraînement commença avant même qu'il quitte l'Australie. 3 mois d'école de guerre dans la jungle à Kenongra, dans le Queensland. Ils apprirent à se déplacer silencieusement dans une végétation si dense qu'on ne voyait pas à 2 mètres devant soi. Ils apprirent à lire les traces, l'âge d'une empreinte, la direction du déplacement, le nombre d'ennemis dans un groupe en fonction de la compression des feuilles et du déplacement de la boue. Ils apprirent des exercices d'action immédiate pour chaque scénario de contact possible, de face, de derrière, par les flancs, en embuscade. Ils apprirent à faire confiance à leurs sens dans un environnement où la surveillance électronique était inutile, où la survie dépendait d'entendre le bruissement d'équipements à 30 mètres ou de sentir l'odeur de la sauce de poisson portée par le vent. Et ils apprirent la patience, une véritable patience opérationnelle. Les Américains s'entraînaient pour la vitesse et la violence. Les Australiens s'entraînaient pour l'immobilité et l'observation. La première patrouille australienne du SAS fut insérée dans Fuok 2 en juin 1966. Appel de patrouille 32 Alpha. Commandant de patrouille, le sergent David Smokoky Dawson, un ancien tondeur de moutons de Longreach, Queensland, qui avait rejoint l'armée parce que la sécheresse avait tué l'industrie de la laine et qu'il avait besoin de travail. Le second, le caporal Peter Halt, un électricien en apprentissage de Melbourne, qui n'avait jamais quitté la ville avant de s'engager. Le scout de patrouille, le soldat Michael Anderson, un aborigène à moitié, pisteur du territoire du Nord, dont le grand-père avait travaillé pour la police montée australienne, suivant les voleurs de bétail à travers des régions où les Blancs se perdaient et mouraient. Le signaleur et le médecin étaient des jeunes diplômés de leurs écoles respectives, encore jeunes et sans expérience, mais techniquement compétents. Leur mission consistait en une reconnaissance de zone, une patrouille de 2 semaines à travers les Long High Hills, à l'est de Newhart, une zone où les patrouilles américaines avaient signalé des activités ennemies mais n'avaient pas pu établir un contact efficace. Les Viet Cong entendaient d'Arsa les Américains arriver. Ils évitaient, disparaissaient. La patrouille australienne avait pour tâche de trouver des camps de base ennemis, des routes d'approvisionnement, des patterns de mouvement et de recueillir des renseignements. Ce n'était pas une mission de tuerie, pas une patrouille de combat, juste des yeux et des oreilles dans un terrain où l'ennemi pensait être en sécurité.
Ils furent insérés à la tombée de la nuit, largués par hélicoptère dans une clairière à 3 kilomètres de leur zone opérationnelle. L'hélicoptère ne se posa jamais. La patrouille sauta de 2 mètres pendant que l'appareil restait en stationnaire. Puis l'hélicoptère disparut avant même que la poussière du rotor ne retombe. 30 secondes sur le sol. Voilà le profil d'insertion des Australiens. Assez rapide pour que l'ennemi ne puisse pas organiser une réception. Assez discret pour que personne ne sache s'ils avaient entendu le bruit des rotors ou du tonnerre au loin. La patrouille se dirigea immédiatement vers la lisière des arbres, établit une position défensive temporaire, attendit que la nuit soit complète, en silence total. Anderson se déplaça de 10 mètres et écouta. La jungle fait des bruits, spécifiques la nuit. Des insectes, des oiseaux, des chauves-souris frugivores. Lorsque des humains sont présents, certains de ces bruits cessent. Anderson attendit 21 minutes. Les bruits normaux reprirent. La zone était dégagée. Ils avancèrent pendant 90 minutes, couvrant moins de 2 kilomètres. Voilà la vitesse des patrouilles australiennes, bien différente de l'approche américaine qui consistait à couvrir rapidement le terrain et établir une position pour la nuit. Les Australiens se déplaçaient comme des proies dans le territoire d'un prédateur. Lent, prudent, chaque pas était testé avant d'y engager du poids. Anderson menait, ses yeux adaptés à l'obscurité, lisant le terrain par le toucher et la mémoire. Derrière lui, la patrouille avançait en file indienne. Chaque homme assez proche pour toucher celui devant. Pas de paroles, pas de lumière, uniquement des gestes de main et des ordres murmurés quand cela était absolument nécessaire. À 23h30, ils établirent une position de relâche dans un fourré dense de bambous et restèrent immobiles. Pas de patrouille de périmètre, pas de bruit, juste 5 hommes disposés en forme d'étoile, chacun faisant face vers l'extérieur, armes prêtes, les sens aiguisés à l'écoute de la jungle environnante. Ils restèrent ainsi dans leur abri pendant 38 heures. C'est cette partie que les observateurs américains ne comprenaient pas. Pourquoi insérer une patrouille et puis la laisser sans rien faire pendant près de 2 jours ? La réponse résidait dans une doctrine que les Australiens avaient apprise en Malaisie et perfectionnée à Bornéo. Lorsqu'on entre sur le territoire ennemi, on part du principe qu'on a été vu. On suppose que l'ennemi sait à peu près où l'on se trouve et est en train de nous chercher. Alors, on se fond dans le paysage. On laisse l'ennemi chercher, ne rien trouver et perdre son intérêt. Ce n'est qu'après que l'on commence véritablement la mission. Cela demandait un niveau de discipline physique et mentale que la plupart des soldats ne possédaient pas. Rester immobile sous la chaleur équatoriale, avec une humidité de 95%. Des insectes rampant sur la peau exposée. Le besoin constant d'uriner maîtrisé par une volonté de faire. La lutte mentale contre l'ennui, contre l'envie de bouger, de parler, de faire quelque chose. Les patrouilles américaines n'arrivaient pas à le faire. Elles tentaient pendant quelques heures, puis se mettaient en mouvement, commençaient à parler sur la radio, à faire du bruit. Les Australiens pouvaient rester des jours immobiles si la mission l'exigeait. Anderson s'assit à 15 mètres de l'abri, positionné en tant qu'observateur avancé. Son rôle était de surveiller le sentier des gibiers qui passaient devant leur position pour identifier et compter tout mouvement ennemi et fournir un avertissement précoce en cas de compromission. Il s'assit derrière les racines tordues d'un figuier étrangleur, son fusil L, un A, un S, LR sur ses genoux, ses yeux scrutant le mur végétal devant lui. À 6h43 le jour 2, il entendit des voix. Il ne bougea pas, ne donna aucun signe, se contenta d'écouter. Les voix se rapprochaient, du vietnamien, des conversations basses, le ton détendu d'hommes se sentant en sécurité sur leur territoire. Anderson pouvait désormais les sentir. Sauce de poisson, fumée de tabac, l'odeur piquante de corps non lavés sous une chaleur humide. Ils apparurent sur le sentier à 6h47. 8 hommes, force locale Viet Cong, vêtements en coton noir, sandales faites de pneus de voiture, fusils AK-47 accrochés négligemment. Ils avançaient à un rythme tranquille, discutant, l'un d'eux mangeant du riz dans une feuille de bananier en marchant. La main droite de Anderson se leva lentement. 3 doigts tendus derrière son dos, le signal pour signaler un ennemi. 3 doigts, puis 8 combattants ennemis. La patrouille vit le signal. Personne ne bougea. Personne ne prépara son arme. Personne ne fit quoi que ce soit qui aurait créé du bruit ou du mouvement. Ils regardèrent simplement les 8 soldats ennemis passer à moins de 12 mètres de leur position. Les Viet Cong ne regardèrent jamais dans leur direction. Ils ne s'arrêtèrent jamais, ne suspectèrent jamais que 5 soldats australiens étaient assez près pour entendre leur conversation. À 6h51,
Ils disparurent sur le sentier. Henderson attendit 30 minutes, puis il se rendit à l'abri. Dawson était déjà en train de marquer l'observation sur sa carte. Heure, emplacement, direction de mouvement, nombre d'ennemis, armes portées, les renseignements détaillés qui seraient envoyés par radio à New Dart ce soir-là. C'était de la reconnaissance australienne, pas l'approche américaine qui consistait à entrer en contact et à appeler un soutien de feu, pas la sagesse conventionnelle qui disait « voir l'ennemi, tuer l'ennemi ». Les Australiens comprenaient quelque chose que les Américains ne comprenaient pas. Chaque soldat ennemi que vous voyez mais que vous n'engagez pas fournit des renseignements. Chaque sentier que vous surveillez sans compromettre votre position vous donne une reconnaissance des patterns. Chaque camp de base que vous trouvez mais que vous n'attaquez pas vous apprend comment l'ennemi pense. Les Américains voulaient un nombre de tués. Les Australiens voulaient les comprendre. Au cours des 11 jours suivants, la patrouille 32 Alpha a identifié 14 camps ennemis, cartographié 27 sentiers, compté 147 soldats ennemis, documenté des routes d'approvisionnement, des caches d'armes, des points de rencontre. Les renseignements étaient envoyés chaque soir à New Dart via radio cryptée. La cellule de renseignement du SAS construisit un portrait des opérations Viet Cong dans les Long High Hills, plus détaillé que tout ce que les Américains avaient produit en 2 ans d'opération. Le 13e jour, la patrouille fut extraite. Même clairière, à même technique, l'hélicoptère était au sol pendant 30 secondes, puis disparut. Ils retournèrent à Nuidat. Avoir tiré exactement 0 balle, avoir engagé l'ennemi exactement 0 fois, avoir tué exactement 0 Viet Cong. L'officier de liaison américain à Nuat ne comprenait pas. « Vous êtes resté là pendant 2 semaines sans tuer personne. » La réponse de Dawson devint une légende du SAS. « Nous n'étions pas là pour les tuer. Nous étions là pour les compter. Maintenant, nous savons où ils sont, combien ils sont, où ils se déplacent, quand ils se déplacent. Quand nous reviendrons, nous saurons exactement où les frapper. » 3 semaines plus tard, ils revinrent. L'opération Vendetta, planifiée en utilisant les renseignements de la patrouille 32 Alpha, une opération au niveau du squadron SAS impliquant 4 patrouilles simultanées. L'objectif était le réseau de camps de base dans les Long High Hills. La méthode choisie, l'embuscade coordonnée. Pas les vastes opérations de balayage que les Américains privilégiaient, pas le bombardement suivi d'un assaut terrestre, une embuscade coordonnée. Chaque patrouille s'insérait silencieusement et se dirigeait vers des positions d'embuscade pré-identifiées en fonction des renseignements collectés. 32 Alpha avaient rassemblé des positions le long des sentiers reliant les camps ennemis, des positions offrant les meilleurs champs de tir, des caches naturelles pour les routes d'évasion. Les patrouilles se placèrent 48 heures avant le début de l'opération. Elles restèrent immobiles, attendant. Le déclencheur fut une frappe de bombardier RAAF Camber sur le camp ennemi le plus au nord, non pas pour détruire le camp, mais pour faire paniquer les Viet Cong et les faire bouger, les amener sur les sentiers où attendaient les patrouilles SAS. Le bombardement commença à 5h30. La réponse ennemie fut exactement celle que les Australiens avaient prédite. Les Viet Cong évacuèrent le camp ciblé et se déplacèrent vers le sud le long du réseau de sentiers. Ils couraient, désorganisés, se déplaçant rapidement sur un terrain qu'ils pensaient de sûr. Ils tombèrent dans la première embuscade à 6h14. 15 Viet Cong sur un sentier où la patrouille 21 était positionnée dans une végétation dense à 8 mètres du chemin. Le commandant de la patrouille les laissa se rapprocher à 4 mètres. Puis il attaqua avec son L un A1. La patrouille ouvrit le feu simultanément. 15 ennemis abattus en 12 secondes. Les Australiens ne poursuivirent pas, ne célébrèrent pas. Ils restèrent en position, attendant car ils savaient que d'autres arrivaient. Le second groupe apparut 19 minutes plus tard. Même sentier, mais à un autre endroit. La patrouille 13 les attendait dans une position élevée. 14 ennemis tués, 2 échappèrent dans la jungle. À 9h, 4 patrouilles du SAS avaient engagé 6 groupes ennemis différents. 73 Viet Cong tués, 4 blessés et capturés. Les pertes australiennes, 0. Pas 0 tués, 0 tout court, personne blessé. Personne n'a même vu un ennemi riposter efficacement. L'analyste du Pentagone qui examina le rapport après action supposa qu'il avait été exagéré.
Il se rendit personnellement à Neuad, interrogea les commandants de patrouille, inspecta les preuves physiques, examina les documents ennemis capturés. Les chiffres étaient exacts, 73-0. Son rapport à Washington comportait une seule phrase que ses supérieurs supprimèrent avant la distribution. « Nous sommes systématiquement surpassés par des soldats que nous considérons comme inférieurs. » Cette phrase était la plus proche que le Pentagone soit venu à reconnaître ce qui se passait dans la province de Fuctu. Les Australiens menaient une guerre différente, pas parce qu'ils avaient de meilleures armes, pas parce qu'ils bénéficiaient d'un meilleur soutien en renseignement, pas parce qu'ils étaient plus braves, plus résistants ou plus agressifs. Ils menaient une guerre différente parce qu'ils comprenaient quelque chose de fondamental sur la contre-insurrection que les Américains ne pouvaient accepter. L'ennemi n'était pas le problème à résoudre, le terrain l'était. Maîtriser le terrain et l'ennemi devient visible. Devenir partie de l'environnement et l'ennemi ne peut pas se cacher. Se déplacer à la vitesse de la jungle et l'ennemi fait des erreurs en essayant de vous suivre. Les Américains apportaient la puissance de feu. Les Australiens apportaient la patience et, comme on le découvrira, la patience fut l'avantage décisif. Les ratios de tués continuaient de grimper. Fin 1967, les patrouilles du SAS australien avaient atteint un ratio cumulé de 142 pour 1. Ennemis tués contre pertes australiennes. Les Américains étaient bloqués à un ratio de 11 pour 1. En 1968, le ratio australien était de 284 pour 1. Les Américains s'étaient améliorés à 13 pour 1. En 1970, lorsque Peyton effectua son analyse, le SAS australien avait atteint un ratio de 497 pour 1. Les méthodes n'étaient pas secrètes. Les commandants australiens informaient régulièrement les officiers américains. Les chefs de patrouille du SAS organisaient des exercices d'entraînement conjoints. Les techniques étaient documentées, filmées, démontrées. Les Américains regardaient, prenaient des notes, hochaient la tête, puis retournaient à leurs opérations de recherche et de destruction avec des forces de la taille d'un bataillon, des insertions par hélicoptère qui annonçaient leur présence à tout ennemi dans un rayon de 5 km et des solutions de puissance de feu qui détruisèrent des villages pour les sauver. Parce qu'adopter les méthodes australiennes aurait impliqué d'admettre quelque chose que l'armée américaine ne pouvait pas accepter, que plus grand n'était pas toujours mieux, que la puissance de feu n'était pas décisive, que la plus avancée des armées de l'histoire humaine était battue par des soldats qui opéraient comme si c'était en 1950. L'approche australienne n'était pas compliquée. Elle était inconfortable. Les patrouilles de 5 hommes exigeaient de faire confiance aux sous-officiers juniors pour la gestion de la mission. Le système américain exigeait que les officiers contrôlent tout. Les patrouilles australiennes opéraient pendant 2 semaines sans réapprovisionnement. Les patrouilles américaines avaient besoin d'un soutien par hélicoptère toutes les 72 heures. Les Australiens restaient immobiles pendant des jours, collectant des renseignements. Les Américains mesuraient leur succès par le nombre d'ennemis tués par opération. Le système australien exigeait de la patience. Le système américain mesurait les résultats par des chiffres. Et les deux philosophies ne pouvaient pas coexister. Alors les Américains poursuivaient avec leurs méthodes. Les Australiens poursuivaient les leurs et les ratios de tués continuaient de diverger. Les rapports des patrouilles individuelles racontent l'histoire. Patrouille 52, septembre 1968. Opération de 12 jours dans la région de Hatik. Ennemi repéré, 87. Ennemi engagé, 0. Renseignements collectés, 23 rapports distincts, dont 3 positions des quartiers généraux de bataillons ennemis. Pertes australiennes, 0. Patrouille, 34, novembre 1968. Opération de 14 jours dans la Longue Verte. Ennemi repéré, 134. Ennemi engagé, 19. Ennemi tué, 19. Pertes australiennes, 0. Patrouille 21, mars 1000. 969. Opération de 16 jours dans les montagnes de Meidao. Ennemi repéré, 203. Ennemi engagé, 0. Renseignements collectés. Carte détaillée du réseau logistique ennemi, incluant 13 caches d'approvisionnement. Pertes australiennes, 0. Ces succès n'étaient pas des exceptions choisies. Ils étaient typiques. Les patrouilles du SAS opérèrent en continu de 1966 à 1971. Elles n'ont jamais perdu une patrouille.
Elles n'ont jamais eu un homme capturé. Elles n'ont jamais échoué à recueillir des renseignements lors d'une mission. L'ennemi savait qu'elles étaient là. Il savait généralement où elles opéraient. Il ne pouvait pas les trouver, ne pouvait pas les prédire, ne pouvait pas les contrer. La réponse des Viet Cong a été documentée dans les rapports ennemis capturés que la cellule de renseignement australienne traduisit. Une directive du commandant du 264e régiment en juillet 1967 indiquait que les unités devaient éviter tout contact avec les patrouilles australiennes. Ces unités utilisaient des tactiques d'embuscade entraînant des pertes inacceptables. Il est interdit de se déplacer sur les sentiers en journée dans les zones de présence australienne. L'ennemi modifiait sa doctrine pour éviter les patrouilles australiennes. Il ne faisait pas cela pour les unités américaines. Ils combattirent les Américains, échangeant des pertes, acceptant des défaites parce qu'ils savaient que la volonté politique finirait par céder avant la capacité militaire. Mais les Australiens étaient différents. Les Australiens les tuaient à des ratios qui affectaient leur capacité opérationnelle. Un résumé du renseignement du NFA capturé en octobre 1968 décrivait les tactiques australiennes avec respect professionnel. L'ennemi utilise de petites unités de reconnaissance qui démontrent une patience et une discipline exceptionnelles. Ces unités peuvent rester indétectées pendant de longues périodes. Elles n'engagent pas le combat sauf si l'avantage tactique est absolu. Elles se retirent avant que les forces amies ne puissent réagir. Les pertes infligées par ces unités sont constamment unilatérales. Cette dernière phrase, constamment unilatérale, était l'ennemi reconnaissant ce que le Pentagone refusait de comprendre. Les Australiens ne se contentaient pas de chance. Ils ne exagéraient pas. Ils avaient développé un système tactique qui produisait des résultats asymétriques de manière fiable. Un incident cristallisa la différence. En avril 1969, une compagnie d'infanterie américaine et une patrouille du SAS australien opéraient dans des zones adjacentes du Hadike. La compagnie américaine, composée de 147 soldats, avait le soutien d'hélicoptères mitrailleurs, de l'artillerie sur appel et un quartier général de bataillon gérant leurs déplacements. La patrouille du SAS se composait de 5 hommes et de ce qu'ils pouvaient porter. La compagnie américaine entra en contact avec un peloton estimé de Viet Cong à 8h30. Combat intense. Les Américains appelèrent l'artillerie, demandèrent un soutien aérien, firent intervenir 2 hélicoptères mitrailleurs. L'engagement dura 3 heures. Pertes ennemies estimées, 12, pertes américaines, 3 tués, 11 blessés. À 3 km, la patrouille du SAS surveillait un croisement de sentiers. À 10h45, ils observèrent un peloton de Viet Cong se déplaçant rapidement, fuyant quelque chose. Le commandant de la patrouille comprit immédiatement ce qui se passait. L'ennemi évitait l'opération américaine, utilisant leur route d'évasion préétablie, se déplaçant dans une direction et à une vitesse qui les rendait prévisibles. La patrouille était mal positionnée pour une embuscade. Ils n'avaient pas de soutien de feu, pas de renfort, pas de moyen d'obtenir de l'aide si les choses donnantes tournaient de mal. Le commandant prit la décision. Ils allaient suivre l'ennemi, les traquer, découvrir où ils allaient. La patrouille les suivit pendant 6 heures, restant à 200 mètres derrière, se déplaçant quand l'ennemi se déplaçait, s'arrêtant quand l'ennemi s'arrêtait. L'ennemi ne sut jamais qu'ils étaient là. À 16h47, les Viet Cong arrivèrent dans un camp de base. La patrouille compta 43 ennemis entrant dans le camp. Ils marquèrent l'emplacement, envoyèrent un message radio à Newat, puis se retirèrent sans être détectés. 2 jours plus tard, une frappe de la RAF détruisit le camp. Les renseignements confirmèrent plus tard que 38 ennemis avaient été tués dans la frappe. L'engagement de la compagnie américaine fit la une des journaux. 3 heures de combat, de l'artillerie dépensée, du soutien aérien engagé. Une victoire tactique qui coûta des vies américaines. L'opération de la patrouille SAS ne fit pas la une des journaux. Elle fut classée routine, mais elle tua 3 fois plus d'ennemis à 0 coût. C'est cette logique que Pitton n'arrivait pas à faire comprendre à qui que ce soit. Les Australiens obtenaient de meilleurs résultats avec moins de ressources et aucune perte amicale. Mais ces résultats venaient de méthodes qui exigeaient de la patience, de la confiance envers les chefs de section juniors et l'acceptation que les renseignements étaient plus précieux que le nombre de tués. Le système américain ne pouvait pas faire cela, pas parce que les soldats n'étaient pas capables, mais parce que le système ne leur permettait pas de le faire. Les soldats individuels qui faisaient fonctionner le système australien n'étaient pas surhumains.
Dawson, le commandant de la patrouille 32 Alpha, avait été tondeur de moutons. Henderson, le scout, n'avait jamais quitté le territoire du Nord avant de rejoindre l'armée. Alt, le second de la patrouille, était apprenti électricien. Ce n'étaient pas des athlètes d'élite, pas des officiers des universités prestigieuses, pas la crème de la société australienne. Ce étaient des hommes de la classe ouvrière venus des régions rurales d'Australie, choisis pour leur stabilité mentale et leur endurance physique, formés à des compétences spécifiques, instruits à privilégier la réussite de la mission plutôt que la gloire personnelle, et à qui on avait fait confiance pour opérer de manière indépendante dans un environnement où une erreur pouvait être fatale. Le processus de sélection disait tout. Le SAS australien ne sélectionnait pas pour l'agression. Il sélectionnait pour la capacité à rester calme sous pression. Il ne sélectionnait pas pour la force physique. Il sélectionnait pour la capacité à supporter l'inconfort sans se plaindre. Il ne voulait pas des guerriers. Il voulait des chasseurs. La distinction avait son importance. Les guerriers chargent dans la bataille. Les chasseurs attendent le moment parfait. Les guerriers veulent se rapprocher de l'ennemi. Les chasseurs veulent voir l'ennemi sans être vus. Les guerriers mesurent leur succès par le nombre d'ennemis tués. Les chasseurs mesurent leur succès par les renseignements recueillis. La culture des opérations spéciales américaines était une culture de guerriers. Les Green Berets, les Navy Seals, les équipes de reconnaissance des Marines, toutes des traditions de guerriers, toutes centrées sur l'action directe, sur le rapprochement et la destruction de l'ennemi. Le SAS australien avait été forgé par la Malaisie et Bornéo. Les campagnes de contre-insurrection démontraient que le facteur décisif n'était pas la puissance de feu, mais les renseignements. Savoir où se trouvait l'ennemi, où il allait, ce qu'il projetait, ce contexte façonnait tout. Un soldat des opérations spéciales américaines, en 1968, s'attendait à enfoncer des portes, à nettoyer des pièces, puis à revenir à la base. Un soldat du SAS australien s'attendait à passer 2 semaines dans la jungle à surveiller des sentiers, à compter les soldats ennemis et à collecter des renseignements que quelqu'un d'autre utiliserait. Une approche vous donnait des médailles et des couvertures médiatiques. L'autre approche gagnait des guerres. Les Américains ne comprenaient pas pourquoi les Australiens ne voulaient pas des médailles et des couvertures médiatiques. Le fossé culturel se manifestait dans la manière dont les deux forces parlèrent de leur travail. Les rapports américains après action se concentraient sur les ennemis tués, les munitions utilisées et le soutien aérien coordonné. Les rapports après action australiens se concentraient sur les mouvements ennemis identifiés, les patterns reconnus et les lacunes dans les renseignements comblés. Les Américains décrivaient le combat. Les Australiens décrivaient l'observation. Un rapport typique d'une patrouille américaine à Phuoc Tuy, rédigé par une compagnie d'infanterie américaine en 1969. À 13h30, la patrouille reçut des tirs d'armes légères de la part d'un nombre inconnu d'ennemis dans la lisière des arbres au nord. La patrouille riposta et manœuvra pour flanquer la position ennemie. De l'artillerie fut appelée. L'ennemi se retira après 15 minutes. Les pertes ennemies sont inconnues. Les pertes amicales, 2 blessés. L'ennemi tourna à l'est au croisement 7, empruntant un sentier précédemment non identifié. Le sentier fut marqué comme T47. À 12h15, l'ennemi fut de nouveau repéré à la référence cartographique IGS 435 678. Ils étaient maintenant 14 soldats. 2 autres soldats semblaient avoir rejoint le groupe. Évaluation. Il s'agit d'un mouvement régulier, probablement une opération d'approvisionnement. Il est recommandé de surveiller le croisement de sentier 7 et le nouveau sentier T47 afin de déterminer leur fréquence d'utilisation. Un rapport décrit ce qui s'est passé. L'autre rapport décrit ce que cela signifie. Les Américains rédigeaient des journaux tactiques. Les Australiens rédigeaient des évaluations de renseignements, et ce sont ces évaluations qui gagnaient les guerres de contre-insurrection. La cellule de renseignement australienne à Newark construisit un tableau des opérations Viet Cong dans Phuoc, 2 suffisamment détaillés pour prédire les actions ennemies. Ils savaient quels sentiers étaient utilisés quotidiennement, quels étaient utilisés chaque semaine et quels étaient des itinéraires d'urgence. Ils connaissaient les caches d'approvisionnement, les camps d'entraînement, les lieux où se tenaient les sessions d'endoctrinement politique. Ils savaient différencier les Viet Cong locaux des réguliers nord-vietnamiens.
Il pouvait identifier les unités par les armes qu'elles portaient et les directions qu'elles prenaient. Ces connaissances venaient de centaines de rapports de patrouille, de milliers d'heures d'observation, de dizaines de milliers de données rassemblées pour construire un tableau cohérent. Les Américains disposaient d'avions de surveillance, d'images satellites et de renseignements électroniques. Les Australiens avaient des hommes avec des carnets, assis dans la jungle, observant les sentiers. Les hommes avec les carnets étaient plus efficaces car la technologie ne pouvait pas vous dire que l'ennemi utilisait le sentier 7 les mardis et vendredis, mais pas les week-ends. Elle ne pouvait pas vous dire que le groupe avec des RPG était toujours composé de 14 hommes, tandis que celui sans RPG en comptait toujours 8. Elle ne pouvait pas vous dire que, lorsqu'il pleuvait, l'ennemi se déplaçait sur les sentiers du sommet, car ceux de la vallée étaient inondés. Cette connaissance venait de l'observation, du comptage, de la corrélation des observations au fil du temps, de ce type de reconnaissance des modèles qui nécessitait une collecte de renseignements humains sur des humains. Les patrouilles du SAS fournissaient ces renseignements mission après mission, mois après mois, année après année. Elles construisirent une architecture de renseignement qui rendait le reste de la force australienne dévastatrice en efficacité. Lorsque les bataillons d'infanterie australiens réalisaient des opérations, ils savaient exactement où se trouvait l'ennemi. Ils connaissaient le réseau des sentiers. Ils savaient quelle serait probablement la réaction de l'ennemi en cas de contact. Ils savaient où positionner les forces de blocage. Ils savaient où appeler l'artillerie. Le résultat était des opérations qui semblaient sans effort. Un bataillon australien se déplaçait dans une zone, établissait le contact exactement là où le renseignement l'avait prédit, engageait l'ennemi depuis des positions qui coupèrent les routes d'évasion et obtenait des ratios de tués de 30 ou 40 pour 1. Les Américains regardaient et pensaient que les Australiens avaient eu de la chance. Les Australiens savaient qu'ils avaient obtenu des renseignements. La bataille de Coral-Balmoral en mai 1968 montra la différence. Les forces australiennes établirent des bases de soutien-feu à Coral et Balmoral au nord-est de Saigon. La 7e division de l'armée nord-vietnamienne attaqua les deux bases. Les Australiens tinrent bon. Le succès défensif n'était pas dû à la chance. C'était grâce aux renseignements. Les patrouilles du SAS avaient opéré dans la région pendant 6 semaines avant l'établissement des bases. Elles avaient identifié les positions de la 7e division, cartographié leurs routes d'approvisionnement, compté leurs forces. Lorsque les NVA attaquèrent, les commandants australiens savaient qu'ils arrivaient, connaissaient les voies d'approche probables, connaissaient la force de l'ennemi. Les préparations défensives étaient des spécifiques. L'artillerie était préenregistrée sur les coordonnées exactes où les renseignements indiquaient que l'ennemi allait se masser. Les positions d'infanterie étaient orientées vers les menaces spécifiques identifiées par les renseignements. L'armée nord-vietnamienne attaqua avec environ 6000 soldats. Ils surprirent tactiquement en termes de timing, mais ne surprirent pas sur le plan opérationnel. Les Australiens étaient après. La bataille dura 2 semaines. Pertes estimées pour les NVA, 267 tués. Pertes australiennes, 25 tués, 99 blessés. Ces pertes étaient réelles. Des hommes moururent, des hommes furent de blessés. Mais le ratio restait largement en faveur de l'Australie, car les renseignements avaient donné aux forces australiennes l'avantage de la préparation, et la préparation en combat défensif est généralement décisive. Les commandants américains qui visitèrent Coral-Balmoral après la bataille furent impressionnés. Ils demandèrent comment les Australiens avaient su que l'ennemi arrivait. La réponse fut les renseignements fournis par les patrouilles du SAS. La réponse américaine était prévisible. Pourquoi ne pas avoir appelé des frappes aériennes sur les positions ennemies une fois que vous saviez où elles se trouvaient? La réponse australienne. Parce que nous ne saurions pas où ils iraient ensuite. Mieux vaut les suivre, les surveiller, les frapper quand ils sont les plus vulnérables. Cette réponse n'avait aucun sens dans la doctrine américaine. Si vous savez où se trouve l'ennemi, vous le tuez. Vous ne les surveillez pas. Vous ne les suivez pas. Vous apportez toutes les armes disponibles et vous les détruisez. Ils n'étaient pas d'accord sur le timing. Tuez l'ennemi quand vous êtes prêt, pas quand vous tombez dessus par hasard. Choisissez le moment. Choisissez l'endroit. Choisissez la méthode. Ce niveau de patience et de contrôle était étranger à la culture militaire américaine, mais il produisait des résultats que les Américains ne pouvaient pas égaler. Les soldats qui ont combattu à Coral-Balmoral en parlent différemment des commandants.
Il parle de savoir. Savoir que l'ennemi arrivait, savoir d'où il venait, savoir combien ils étaient. Cette connaissance enlevait une partie de la peur, pas toute. Vous êtes toujours attaqué par une force de taille divisionnaire. Vous êtes toujours en danger, mais vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas confus. Vous savez ce qui se passe et vous avez confiance dans le fait que vos commandants savent ce qu'ils font. Le soldat Anthony Walsh, un fusilier du 1er RAR à Corral, décrivit plus tard l'expérience. Nous savions qu'ils étaient cela. Le SAS les suivait depuis des semaines. Alors, quand les mortiers ont commencé à tomber, ce n'était pas un choc. C'était ce que nous attendions. Nous étions prêts. Nos arcs étaient de près. Nos munitions étaient prêtes. L'artillerie savait où tirer. C'était terrifiant, mais ce n'était pas le chaos. Et ce n'est pas le chaos qui vous garde en vie. Cette phrase, pas le chaos, c'était ce que le renseignement australien apportait. Des opérations qui pouvaient encore être violentes, encore dangereuses, encore terrifiantes, mais qui n'étaient pas chaotiques, pas confuses, pas ce cauchemar du brouillard de la guerre où vous ne savez pas d'où viennent les tirs, avec quoi, ni combien ils sont. Les Américains vivaient le chaos régulièrement. Leurs opérations étaient encodées souvent confuses, pas parce que les soldats américains n'étaient pas courageux ou bien entraînés, mais parce que le renseignement américain ne fournissait pas le même niveau de détail tactique que celui fourni par les Australiens. Les Américains comptaient sur la technologie, la reconnaissance aérienne, le renseignement des signaux, les interceptions radio, tous utiles. Mais rien de tout cela ne vous disait que l'ennemi empruntait le sentier 7 les mardis et vendredis, mais pas les week-ends. Rien ne vous disait que le groupe avec les RPG comptait toujours 14 hommes, tandis que celui sans RPG en comptait toujours 8. Rien ne vous disait que, lorsqu'il pleuvait, l'ennemi se déplaçait sur les sentiers du sommet parce que les sentiers de la vallée étaient inondés. Cette connaissance fine, observée par des humains, c'est ce sur quoi les Australiens basaient leurs opérations. Et ça fonctionnait. En 1970, la force australienne avait accompli quelque chose de sans précédent dans la guerre du Vietnam. Elle contrôlait sa province assignée. Phuoc 2 n'était pas pacifié. Le Viet Cong était encore présent. Mais les forces australiennes pouvaient se déplacer partout dans la province avec confiance. Elles connaissaient le terrain, elles connaissaient l'ennemi, savaient où le trouver, comment le fixer et le détruire lorsque nécessaire. La population civile de Phu Quoc pouvait voir la différence. Des villages qui avaient été contestés pendant des années devinrent relativement sûrs. Des routes autrefois impraticables devinrent utilisables. Des marchés, qui avaient été ciblés par le Viet Cong, rouvrirent. Ce n'était pas de la propagande de gagner les cœurs et les esprits. C'était une amélioration de la sécurité mesurable. Car lorsque vous contrôlez le terrain grâce à de meilleurs renseignements et de meilleures tactiques, l'ennemi ne peut pas opérer librement. Et quand l'ennemi ne peut pas opérer librement, il ne peut pas terroriser la population. L'approche australienne des affaires civiles était similaire à leur approche du combat. Pratique, patiente, axée sur les résultats plutôt que sur la publicité. Ils ne construisaient pas des projets de vitrine. Ils aidaient les villages à améliorer leur propre sécurité, formaient des milices locales, fournissaient un soutien médical, assuraient que les routes soient dégagées, laissaient au gouvernement sud-vietnamien le soin de gouverner, tandis que les forces australiennes fournissaient le cadre de sécurité permettant cette gouvernance. Les Américains construisaient des écoles et des hôpitaux et prenaient des photos pour les journaux chez eux. Puis le Viet Cong faisait sauter les écoles et les hôpitaux et les Américains les reconstruisaient. Les Australiens aidèrent les villages à organiser leur propre défense, leur apprenaient à reconnaître les infiltrations du Viet Cong, leur montraient comment signaler les mouvements ennemis, puis les protéger lorsque le Viet Cong tentait de se venger. Une approche faisait de bons articles de presse, l'autre approchait une sécurité durable. Les Australiens n'essayaient pas de gagner les cœurs et les esprits. Ils cherchaient à priver l'ennemi de sa liberté de mouvement. Si cela améliorait la vision de la population envers le gouvernement, c'était un bonus. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif était de rendre impossible l'opération du Viet Cong. Et à Phu Quoc, en 1970, cela fonctionnait. Le 264e régiment avait été réduit à moins de la force d'un bataillon. L'infrastructure locale du Viet Cong avait été dégradée au point où elle ne pouvait plus mener des opérations plus grandes que des embuscades de taille section. Le réseau d'approvisionnement ennemi était tellement compromis qu'il ne pouvait
plus déplacer des armes et des munitions sans que les forces australiennes en soient informées. La province n'avait pas été gagnée. La guerre continuait, mais Phuoc II était indéniablement plus sûre que les provinces où l'on comptait 3 fois plus de forces américaines, et elle avait été sécurisée par moins de 8000 soldats australiens utilisant des méthodes que le Pentagone avait classifiées et archivées. Les histoires individuelles des soldats australiens à Phuoc Tuy ne suivent pas le récit de la guerre du Vietnam que les Américains connaissent. Il n'y a pas eu d'hymne de protestation, d'incidents de fragging, de consommation de drogue généralisée, ni d'effondrement du moral. Les soldats australiens qui ont servi à Phuoc II croyaient généralement que leur travail était efficace parce qu'il l'était. Ils pouvaient voir les résultats, voir l'ennemi dégradé, voir la province devenir plus sécurisée. Cela ne signifie pas qu'ils ont pris plaisir à cela. Cela ne signifie pas qu'ils pensaient que la guerre était stratégiquement gagnable. Cela ne signifie pas qu'ils sont rentrés inchangés. Le Vietnam a affecté les soldats australiens de la même manière qu'il a affecté les soldats américains. Mais pendant qu'ils étaient là, la plupart des soldats australiens croyaient que leur mission spécifique, sécuriser Phuoc II, était réalisable et était en train d'être accomplie. Cette croyance venait d'un leadership compétent et de résultats visibles. Lorsque vous faites partie d'opérations qui fonctionnent, lorsque vos tactiques produisent naïto des résultats favorables de manière constante, lorsque vous pouvez voir que votre présence fait une différence mesurable, le moral tient bon. Lorsque vous faites partie d'opérations qui ne fonctionnent pas, lorsque vos tactiques produisent dans des résultats défavorables, lorsque vous ne pouvez pas voir de progrès, le moral s'effondre. Les Américains au Vietnam se retrouvaient de plus en plus dans cette seconde situation. Les Australiens à Phuoc II sont restés dans la première et la raison en était la compétence tactique, enracinée dans des opérations axées sur les renseignements. Le rapport du lieutenant-colonel Pemberton, celui qui fut classé en 1971, incluait une section sur le moral et la cohésion des unités. Il nota que les unités australiennes montraient des taux de problèmes disciplinaires plus faibles, des taux de blessures dus au stress au combat plus bas et des taux de réengagement après des tours au Vietnam plus élevés par rapport aux unités américaines. Son analyse attribuait cela au succès opérationnel. Les soldats qui croient que leurs missions sont efficaces maintiennent le moral. Les soldats qui croient que leurs missions sont futiles perdent le moral. Cette conclusion fut supprimée de la version envoyée à la direction du Pentagone car elle impliquait que les problèmes de morale des Américains ne concernaient pas le mouvement de protestation, les médias ou la conscription. Ils concernaient l'échec tactique des opérations qui ne fonctionnaient pas, des soldats envoyés dans des situations où le succès était mesuré par des critères sans relation avec la victoire. Les Australiens mesuraient le succès différemment. Les patrouilles du SAS mesuraient le succès par les renseignements recueillis. Les bataillons d'infanterie mesuraient le succès par les forces ennemies dégradées. Les conseillers provinciaux mesuraient le succès par les améliorations de sécurité. Ces métriques pointaient toutes dans la même direction. La mission fonctionnait selon la croyance, ce qui soutenait les forces australiennes dans une guerre stratégiquement ingagnable. Parce que Phuoc II était gagnable. La force australienne a prouvé qu'on pouvait sécuriser une province. On pouvait dégrader les forces ennemies, on pouvait améliorer la sécurité pour la population civile. Ce qu'on ne pouvait pas faire, c'était faire en sorte que ces succès tactiques s'ajoutent à une victoire stratégique quand la guerre plus large était en train de se perdre. En 1971, cette réalité était inévitable. Les États-Unis se retiraient. Le gouvernement sud-vietnamien était corrompu et inefficace. Les Vietnamiens du Nord étaient déterminés à une victoire totale, quel que soit le nombre de victimes. Phuoc II pouvait être sécurisé. La guerre était toujours perdue. La force australienne commença à se retirer à la fin de 1971. Le SAS partit en dernier. Ils continuèrent dans leurs opérations jusqu'en novembre 1971. La dernière patrouille australienne du SAS fut extraite de Phuoc Tuy le 16 novembre 1971. Il avait surveillé une route d'approvisionnement ennemie, avait recueilli des renseignements sur les mouvements ennemis qui ne seraient jamais utilisés parce qu'il n'y avait plus d'opérations australiennes à planifier. La guerre continua sans eux. Phuoc II revint à un territoire contesté. Le 274e régiment revint. L'infrastructure du Viet Cong fut reconstruite. Les améliorations de la sécurité se sont érodées.
En 1973, la province était aussi contestée qu'en 1965. En 1975, elle était sous contrôle communiste. Rien de cela n'a changé ce que les Australiens avaient accompli. Ils avaient prouvé qu'une petite force bien entraînée, utilisant des tactiques patientes et axées sur les renseignements, pouvait dominer le terrain et dégrader les forces ennemies bien plus efficacement que de grandes forces dépendant de la technologie et utilisant des tactiques centrées sur la puissance de feu. Ils avaient atteint des ratios de tués qui défiaient la sagesse militaire conventionnelle. Ils avaient construit une architecture de renseignement qui fournissait un avantage tactique exploitable. Ils avaient sécurisé une province avec moins de ressources que celles utilisées par les Américains pour échouer dans les provinces voisines. Le Pentagone a classé l'analyse, archivé le rapport et ignoré les leçons, car apprendre ces leçons aurait impliqué d'admettre que l'approche américaine dans la guerre du Vietnam était erronée, que jeter plus de soldats, plus d'hélicoptères, plus de bombes sur le problème n'était pas la solution, que la patience était plus efficace que la puissance de feu, que les renseignements étaient plus décisifs que la technologie, que des patrouilles de 5 hommes assis silencieusement dans la jungle pendant 2 semaines obtenaient de meilleurs résultats que des opérations de recherche et de destruction de la taille d'un bataillon. L'armée des États-Unis ne pouvait pas l'admettre, pas en 1971. La guerre avait été trop coûteuse, trop de morts, trop de trésors dépensés. Admettre que les Australiens avaient eu la bonne approche dès le départ signifierait admettre que 58 000 Américains sont morts, parce que la direction militaire américaine ne pouvait pas accepter les leçons des soldats qu'ils considéraient comme inférieurs. Alors, ils les appelèrent des amateurs et passèrent à autre chose. Les soldats australiens individuels qui ont rendu ces chiffres possibles sont retournés chez eux pour la plupart et n'en ont pas parlé. La culture du SAS n'encourageait pas les vantardises. Vous faisiez votre travail, vous rentriez chez vous. Vous passiez à autre chose. Anderson retourna dans le territoire du Nord et travailla dans le secteur minier. Halt ouvrit une entreprise de contractants électriques à Melbourne. Dawson retourna dans le Queensland et travailla dans le gouvernement local. Ils n'ont pas écrit de mémoire, n'ont pas donné d'interview, n'ont pas raconté d'histoire de guerre au pub. Le mot d'ordre du SAS, qui ose gagne, n'incluait pas et en parle ensuite. Le silence était culturel. Les soldats australiens n'avaient pas besoin que le monde sache ce qu'ils avaient fait. Ils le savaient. Leurs camarades le savaient. C'était suffisant. Les chiffres sont restés dans des archives classifiées. Les ratios de tués, les rapports de patrouille, les évaluations des renseignements, les preuves qu'une petite force utilisant des tactiques axées sur les renseignements et la patience avait obtenu des résultats qu'une force beaucoup plus grande utilisant des tactiques centrées sur la puissance de feu n'avait pas pu égaler. Le rapport de Patton est dans un archive du Pentagone quelque part, toujours classifié, toujours ignoré. Les 2 mots qu'il écrivit en marge, ce sont des amateurs. Reste la seule explication qui ait du sens pour une culture militaire qui mesurait le professionnalisme par la technologie et la puissance de feu plutôt que par les résultats. Mais les chiffres ne mentent pas. 497 combattants ennemis éliminés pour chaque Australien tué en action. Des patrouilles qui opéraient pendant des semaines sans être détectées. Des réseaux de renseignement qui prédisaient les actions ennemies avec précision. Des améliorations de la sécurité qui étaient mesurables et durables. Tout cela accompli par des soldats qui avaient été tondeurs de moutons, électriciens et travailleurs dans des stations de bétail avant que quelqu'un ne leur donne un fusil et leur apprenne la patience. Le SAS australien moderne fonctionne toujours selon ces principes. Petites équipes, opérations prolongées, collecte de renseignements comme mission principale, le combat comme option secondaire. Le savoir-faire institutionnel du Vietnam a survécu parce qu'il fonctionnait, parce que les résultats comptent plus que la doctrine. Parce que les soldats qui ont combattu à Phuoc 2 ont enseigné à la génération suivante ce qu'ils avaient appris, pas à travers des livres ou une formation formelle, à travers le mentorat informel qui se produit lorsque des soldats expérimentés forment de nouveaux soldats. Voir d'abord, bouger ensuite, tirer en dernier. C'était le mantra du SAS au Vietnam. C'est toujours le mantra parce que ça fonctionne encore. La communauté des opérations spéciales américaines a fini par apprendre des leçons similaires. Cela a pris des décennies et des échecs en Somalie, en Irak et en Afghanistan. Mais dans les années 2000, les forces d'opérations spéciales américaines menèrent des opérations qui auraient été familières aux soldats du SAS australien en 1968. Petites équipes, patrouilles prolongées,
Collecte de renseignements mis en avant, patience valorisée. Les méthodes que le Pentagone avait classifiées en 1971 sont devenues la doctrine standard en 2010. Ils n'ont pas attribué cela aux Australiens, n'ont pas fait référence au rapport de l'époque du Vietnam, ont présenté les tactiques comme des innovations développées par l'expérience américaine. Mais quiconque avait lu l'analyse classifiée de Patton reconnaîtrait les méthodes, verrait les mêmes principes, comprendrait que l'armée des États-Unis avait passé 40 ans à apprendre ce que les Australiens avaient essayé de leur enseigner en 1968. La leçon qui a pris 40 ans à apprendre. Les amateurs qui obtiennent des résultats battent les professionnels qui sont défaits. Et les Australiens, peu importe ce qu'ils étaient, ont obtenu des résultats. 497 à 1. Ce chiffre tient. Ce ratio représente 521 soldats du SAS australien qui ont opéré dans la province de Phuoc entre 1966 et 1971. Il représente des milliers de patrouilles, des dizaines de milliers d'heures passées dans la jungle. Des renseignements tellement détaillés qu'ils prédisaient les mouvements ennemis. Des opérations tellement efficaces qu'elles ont changé la doctrine ennemie. Des combats tellement déséquilibrés que l'ennemi ordonna à ses forces d'éviter tout contact. Ce chiffre représente ce qui est possible lorsque la compétence tactique rencontre la patience institutionnelle, lorsque de petites équipes sont confiées pour opérer indépendamment, lorsque les renseignements sont valorisés au-dessus de la puissance de feu. Lorsque la victoire est définie par les résultats plutôt que par des critères, le Pentagone l'a classifiée parce que l'accepter signifiait remettre en question tout, admettre que plus grand n'était pas mieux, que la technologie n'était pas décisive, que l'armée la plus chère de l'histoire était surpassée de manière totale par des soldats d'un pays de 12 millions d'habitants opérant avec un budget que les Américains dépensaient en carburant pour hélicoptères. L'erreur de Patton n'était pas de les appeler des amateurs. Son erreur fut de penser que cela avait de l'importance, car dans la guerre de contre-insurrection, dans l'environnement de la jungle du Vietnam, dans des opérations où l'ennemi choisissait de ne pas offrir des cibles conventionnelles, les amateurs avec les bonnes tactiques battaient les professionnels avec la mauvaise doctrine, à chaque fois.